Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Mme Ariane Lacourcière, journaliste, membre de l'équipe d'enquête de la presse. Ariane Lacourcière est titulaire d'un baccalauréat en journalisme de l'Université du Québec à Montréal. Récipiendaire de plusieurs prix, Mme Lacourcière couvre depuis plus de 15 ans les sujets liés à la santé. Je discute avec Mme Lacourcière de son livre « Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit », paru aux éditions La Presse en 2023. Jean-Pierre Ménard est l'avocat le plus connu au Québec en responsabilité médico-légale. J'ai connu Maître Ménard lors de mes études en droit dans les années 2000 et il a profondément changé mon approche de la médecine et du rapport aux patients. C'est donc pour moi une rencontre particulièrement intéressante et je suis certain que vous serez captivés. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Ariane, bon après-midi. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, c'est un privilège de vous recevoir aujourd'hui là, pour discuter de votre livre qui s'appelle Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit, qui a été publié aux éditions La Presse en 2023 et dont j'avais entendu parler presque immédiatement compte tenu que c'est un univers que je suis de près. C'est pour ça que je vous avais contacté aussi. Moi, j'ai fait une maîtrise en droit. Puis j'avais eu Jean-Pierre Ménard comme professeur, donc je pourrais vous relater, si vous voulez, ou je pourrais d'emblée vous relater ma première rencontre, parce qu'à l'époque, on était en 2002 peut-être à Sherbrooke. Puis c'est un des premiers cours qu'on prend, c'est le cours de responsabilité lorsqu'on fait une maîtrise en droit. Puis là, moi, Jean-Pierre Ménard arrive, j'ai aucune idée c'est qui, là, mais c'était quand même un homme imposant. Puis il fait un petit tour de table. Là. Il y a toutes sortes de monde. Hein? Donc, à la maîtrise, il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait un bac en droit, mais il y a des gens comme moi qui viennent d'un milieu tout autre. Là. Je me rappelle, il y avait une ambulancière, il y avait une autre personne qui était là qui représentait les droits des patients trisomiques. Puis il demande, mais un peu, il fait le tour de table, pourquoi êtes-vous là, tout ça. Puis moi, je réponds à Maître Ménard tout de go. J'ai dit, moi, je suis ici dans le cadre d'un processus d'identification à l'agresseur. Il l'avait trouvé bien drôle. Puis ça a été mon premier contact. Puis ça a changé, je vous dirais, ma vision mon approche des patients, ma vision de la médecine. Là, c'est une personne marquante. J'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi d'écrire un livre sur lui. Ou... Ben, en fait, c'est sûr que moi, ça fait au-dessus de 15 ans là, que je couvre la santé à la presse. Là, je suis aux enquêtes depuis 1 an, mais quand même avec un peu une spécialité sur la santé. Puis tous les journalistes là, qui couvrent les sujets liés à la santé ont un jour ou l'autre abouti dans les bureaux du cabinet de Ménard Martin Associés dans Hochelaga pour couvrir une conférence de presse dans un minuscule local super étroit avec toutes les caméras. Parce que souvent des causes, en fait, il a défendu plusieurs causes au courant de sa carrière qui étaient d'intérêt public. Donc, c'est pour ça, au fil des années, j'en ai fait quelques-unes. Puis dont la dernière qui était possiblement la plus célèbre, qui était l'aide médicale à mourir. Là. Puis c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée là, un peu de faire la biographie de Maître Ménard, mais aussi de se pencher sur les grandes causes là, qu'il a traitées tout au long de sa carrière. Là. Donc c'était un peu un intérêt personnel, là, des sujets santé, puis des grandes causes de droit liées au milieu de la santé là, au fil des ans. C'est autant le personnage que les causes, ou auriez-vous eu l'intérêt pour le livre?
Ben, je dirais que le déclic, ça a été quand Mike Ménard est tombé malade. Puis c'est là que j'avais fait une grande entrevue avec lui, avec ma collègue Caroline Touzin. Puis je dirais que c'est là en fait, c'est pour la première fois peut-être de sa carrière qu'on a noté un peu la fragilité de l'homme. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, c'est peut-être un peu le temps là, de revenir sur toute sa carrière, puis de pouvoir parler de ces grandes causes-là. Là, je pense que ça a été ça le déclic. Là. Je me suis dit, pourquoi ne pas... parce que j'avais toujours eu des contacts avec Mike Ménard, mais plutôt bref, là, justement, dans des conférences de presse ou sur certains sujets plus exclusifs que j'avais. Mais là, cette fois-ci, quand il avait été malade, il nous avait accordé une longue entrevue. Donc, c'était une première percée là, dans sa vie. Puis je me suis dit, bon, ça serait une bonne occasion. Ça m'a donné le goût de pousser ça plus loin. Est-ce que ça a été difficile de le convaincre? J'ai cru comprendre que la première entrevue, ça avait été un peu de travail d'après... Oui, pour obtenir l'entrevue, pour relater l'histoire de sa maladie, ça avait été très compliqué. Il hésitait pour plusieurs raisons, mais pour le livre, c'est comme une autre approche. Le livre, c'est moins rapide, on a plus le temps peut-être d'y penser, puis justement, ça fait un peu un bilan de la carrière avec du recul. Donc ça, non, ça n'a pas été trop compliqué de le convaincre. Il faut dire que l'article sur sa maladie, qui était peut-être le plus délicat, avait déjà été publié, puis donc il y avait peut-être moins de réticence là, de ce côté-là. Donc non, ça n'a pas été difficile de convaincre pour le livre. Sa réticence à parler de sa maladie, vous pensez que c'était pour des raisons personnelles ou pour son image publique, ou parce qu'on a tous droit à notre... même si on est un personnage public, on conserve un certain degré de oui, ben je sais pas exactement, je ne veux pas me mettre dans ses souliers, mais je pense qu'il ne trouvait pas ça d'intérêt public. Puis c'est vraiment une famille qui vit sa vie personnelle discrètement. Donc, je pense pas que c'était qu'il y avait un intérêt de parler de tout ça au départ. Dites-moi, c'est quand même passablement de travail, mais vous, j'imagine toutes les causes qui sont dans le livre, vous les connaissiez déjà toutes, là, donc vous... La majorité, mais pas toutes. En fait, ça a été énormément de travail, ce livre-là, parce que la première rencontre que j'ai eue avec lui, en fait, la façon que j'avais décidé de faire ça, c'est que j'avais déterminé moi-même là, quelques causes sur lesquelles je voulais me pencher avec lui, avec Mike Ménard. Mais ensuite, je me suis dit, on va se faire plusieurs grands entretiens parce que c'est quand même long. Des fois, faire tout ça, on voulait séparer ça en morceaux pour que ça soit moins compliqué. Donc, les premiers entretiens ont eu lieu comme janvier-février 2020. Et là, ensuite, mars 2020, pouf, la pandémie. Donc là, pour une journaliste qui couvre la santé, ça a été une espèce de sprint. Bon, vous êtes médecin, vous le savez, là, c'était possiblement pire pour vous, mais nous, on était de l'autre côté, on essayait de couvrir ça, donc ça allait extrêmement rapidement. J'ai repris des entretiens à l'automne 2020, mais là, il y a eu d'autres vagues. Bref, ça a été extrêmement long. J'ai écrit un autre livre aussi en parallèle. Donc, ça s'est échelonné sur une durée peut-être un peu plus longue que prévu au départ. Puis pour les causes, ben c'est ça, j'en avais établi quelques-unes que je connaissais, mais au fil des entretiens avec Mike Ménard, lui aussi, il m'en a suggéré quelques-unes, peut-être certaines qui dataient là, d'un peu plus longtemps, que moi-même j'avais oublié. Donc, que j'ai pu rajouter là, dans le livre. Puis il y en a sûrement que j'ai oublié ou qu'on n'a pas abordé. Il a fait à peu près 6000 causes là, dans sa carrière, donc c'était impossible là, de les mettre toutes. Ben, en fait, une des causes dont j'ignorais la nature, moi, c'est contre les résidences soleil. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est une vieille cause, mais je trouvais que c'était quand même intéressant. En fait, celle-là, je m'en souvenais parce que je l'ai couverte pour la presse. Puis je me souviens parce que ça se déroulait à Longueuil, puis Mike Ménard avait fait un peu un coup d'éclat où est-ce que... avec ses questions, avait amené M. Savoie à divulguer l'ampleur là, de sa fortune. Puis ça avait créé une espèce de petite commotion ce jour-là. Plusieurs personnes étaient très étonnées de voir l'ampleur de la fortune de M. Savoie. Non, mais en fait, mais j'étais également très surpris. J'avais aucune idée que ce gars-là pouvait valoir à l'époque 1,5 milliard, d'après ce que vous dites dans le livre. Oui, c'est ça. Puis là, ben, à ce moment-là, ça avait vraiment fait j'imagine parce que on penserait aux grandes fortunes québécoises. Là, on penserait Pellado, Baudouin ou autre, là, mais Desmarais. Oui, c'est un homme d'affaires qui, lui aussi, fonctionnait un peu plus discrètement. Là, donc, ça avait surpris un peu les gens. On entendait les publicités là, des résidences soleil avec la petite chanson qui restait dans la tête, mais on n'avait peut-être pas idée. Mais vous, cet aspect-là de traiter la santé, qu'est-ce qui vous a attiré vers ça initialement? Ça a été...
C'est pas C'est un toujours peu un Jojo. hasard. C'est un peu, non, mais c'est un peu un hasard des choses. Au début de ma carrière, je faisais du général qu'on Mhm. appelle là, dans le monde des médias. Donc, je couvrais des faits divers, toutes sortes de choses. Là. Quand on est une jeune journaliste, on touche à tout. Puis, à un certain moment, j'avais fait plus de sujets santé. C'est un domaine que j'aime vraiment beaucoup, notamment parce que je trouve que les intervenants ont toujours plusieurs choses à dire. Euh, Ça touche, on peut faire toutes sortes de choses quand on couvre la santé. Ça peut être des histoires très humaines, ça peut être un peu plus scientifique, ça peut être plus technique. Puis c'est quand même la moitié du budget du Québec qui est Mhm. consacré à la santé, donc je considère que c'est quand même un sujet super important. Puis j'ai aussi un dada sur les sujets personnes âgées, qui est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça touche à la santé. Il y a plusieurs sujets qui, par la bande, finissent par toucher au monde de la santé, finalement. Comment vous faites pour traiter des enjeux liés à la santé tout en gardant une certaine distance puis une réserve journalistique parce que vous entendez ou vous voyez des histoires choquantes régulièrement? Ben, en fait, ça, c'est notre métier. Mhm. C'est ça qu'il faut faire. Donc, j'imagine que c'est avec la pratique, mais on est quand même touché par les histoires qu'on fait, mais on est capable de traiter les choses avec impartialité. Là, tu sais, dans le fond, nous, notre métier, c'est d'aller chercher les versions de tout le monde pour livrer la version de l'histoire. Mhm. Mais tu sais, un peu comme médecin, vous êtes souvent touché, j'imagine, par les vécus de vos patients, mais ça vous empêche pas de faire votre Non, travail, mais tu on a le sais. droit de s'offusquer, par contre. Là, on ne nous impose pas comment dire, d'être impartial. Là, donc, Oui, nous, non. Nous, publiquement, du moins, il faut c'est qu'on ça, soit tout à fait. impartial. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Dites-moi, vous l'avez évoqué, puis peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une autre entrevue, mais vous avez publié là, juste auparavant un autre livre qui s'intitulait 50-60, l'hécatombe de la COVID dans nos CHSLD. Un livre par année, vous rédigez la nuit ou dormez-vous un peu? Ben, en fait, le livre sur la pandémie, je l'ai écrit avec deux collègues, donc ça, c'était pas mal aidant avec Katia Gagnon puis Gabrielle Duchesne. En fait, ça, ce qui nous a amené à écrire ce livre-là, c'est que pendant la pandémie, on a écrit. J'ai jamais eu un volume de production d'articles aussi élevé que ça. Les nouvelles allaient tellement vite, on écrivait à tous les jours. À travers ça, on faisait des petites enquêtes pour essayer, tu sais, de bien comprendre la situation, révéler ce qui se passait. Ça a quand même été une tragédie nationale. Le Tout à livre fait. s'intitule 5060, c'est le nombre de décès dans les 2 premières vagues de la pandémie. C'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, c'était surtout des personnes âgées qui allaient mourir de toute façon. Bon, on peut débattre de ça, mais c'est surtout aussi, on voulait relater les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont décédées, la condition dans laquelle les travailleurs se sont retrouvés, comment les décisions ont été prises. Il y a toujours une espèce de désir de dire, ben, on a fait cet objet-là pour pas qu'on oublie. Pour que si la situation se représente, on soit peut-être mieux préparé, qu'on ait appris du passé. Puis en fait, on avait écrit tellement d'articles dans cette année-là qu'on s'est dit, on va partir de ça, puis on va faire un livre. Puis c'est spécifiquement sur les CHSLD parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont écrit des livres sur la pandémie, notamment Alec Castonguay, que je pense que vous j'ai avez reçu, reçu, tout à fait. qui avait un peu l'angle politique. Mais il parle un Donc, peu nous, quand même de la crise des CHSLD, absolument. c'est ça, ouais. Exact. C'est relié. Nous, on s'est concentré vraiment sur cet aspect-là. Puis, c'est ça. C'est pas un livre qui est nécessairement facile à lire, quoique avec le recul, peut-être un peu plus. Quand on l'a publié, on était encore très collés sur les événements. Tout à fait. Mais bon, bref, il existe, puis on est très fiers. En fait, il est sur la pile de lecture, donc je vous reviendrai plus tard.
Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Pourriez-vous m'expliquer juste la méthode de travail? Là, vous me disiez plusieurs entrevues, mais là, mettons, vous partez d'une cause, Maître Ménard la connaît par cœur. J'imagine que vous voulez poser des questions pertinentes, mais là, vous discutez avec un expert. Devez-vous comme faire vos devoirs par... Mettons, vous voulez parler de la légionellose, est-ce qu'il faut vraiment préparer l'entrevue, tout ça, ou c'est plus un peu une discussion... de salon, je dirais. Oui, avec Maître Ménard, vu qu'il y a eu plusieurs entretiens, j'avais un premier entretien où est-ce qu'on débroussaillait. Moi, c'est sûr que je faisais ensuite beaucoup de recherches. J'ai ressorti là, des tonnes et des tonnes d'articles de journaux, des jugements aussi, relire tous les jugements, parler à des intervenants, des gens qui étaient là à ce moment-là, des familles, des organismes, des opposants dans certains cas aussi, pour avoir vraiment... le portrait le plus juste possible de ce qui s'était passé. Donc oui, ça représentait, là, chaque chapitre demandait en soi un espèce de gros travail de recherche. Ensuite, je pouvais relancer Maître Ménard. Ouais, vous m'avez dit ça, est-ce que c'est vraiment exact? Des dates, vraiment une tonne de détails à vérifier. Fait que c'est un gros travail de recherche à faire. La plupart des causes, par contre, avaient été très médiatisées, là, donc ça n'a pas été trop compliqué de retrouver des informations, plus les sources, les personnes, ça c'était plus de travail, trouver les coordonnées, trouver une façon de les rejoindre, ça c'était peut-être un peu plus compliqué. Votre auditoire type, selon vous, est-ce qu'il faut que ce soit des gens intéressés par la santé ou des avocats ou monsieur, madame, tout le monde? On souhaite qu'on rejoigne le plus grand auditoire possible, évidemment, lorsqu'on écrit un livre. Oui, j'ai un espoir, en fait, que ce livre rejoigne le plus de monde possible parce qu'en fait, il y a beaucoup de causes là-dedans qui ont des échos encore aujourd'hui. Là, tout ce qu'on vit aujourd'hui, parfois, là, j'écrivais le livre, je me disais, mon Dieu, on n'apprend pas de nos erreurs. Là, il y a des choses qui se reproduisent encore aujourd'hui. Le dossier de l'aide médicale à mourir est encore d'actualité au moment où on se parle avec l'idée d'élargir pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Donc, je pense que c'est vraiment un livre qui relate des causes du passé, mais qui sont encore dans plusieurs cas d'actualité. Là, donc, j'ose espérer que ça peut rejoindre un vaste public. Est-ce qu'il y a une cause, vous me disiez la plus importante, peut-être l'aide médicale à mourir, mais dans toutes celles que vous avez vues, au niveau personnel, là, si on mettait de côté votre réserve journalistique, est-ce qu'il y en a une qui venait plus vous chercher? En fait, celle qui... il y en a deux, là. Je dirais qu'au niveau journalistique, celle que j'ai trouvée vraiment particulièrement intéressante, j'ai trouvé ça intéressant de m'y replonger, c'est la cause du CHSLD Saint-Charles-Borromée. J'étais trop jeune à cette époque-là, je travaillais pas encore à la presse, mais cette cause avait vraiment fait grand bruit, puis elle était comme un peu spectaculaire. On se rappelle que le directeur du CHSLD s'était suicidé. Ça, je m'en rappelais en vous lisant. Il y avait tous ces usagers qui avaient été maltraités, une caméra vidéo installée pour capter tout ça. Donc, ça avait vraiment été une cause qui a fait grand bruit, que Maître Ménard a ensuite piloté le recours collectif dans ce dossier-là. Donc, je trouvais ça intéressant de m'y replonger. Puis, en fait, on était encore très collés sur la pandémie quand je me suis plongée dans ce dossier-là. Puis je me disais, ouais, oh, OK. Tu sais, on dirait qu'il y avait une certaine notion de l'histoire se répète. Là. Donc, journalistiquement, je trouvais ça
intéressant, je sais pas si c'est le bon terme, mais de me pencher là-dessus. Puis personnellement, en fait, j'avais posé la question à Maître Ménard lui-même. Lui, il y a une cause là, qui est dans le livre qui l'a touché particulièrement, qui concernait un jeune enfant là, qui est décédé. Puis lui, il avait, en fait, dans des causes très terribles, le noyé, le petit garçon là, sur son terrain familial. Puis c'est une cause qui, lui, l'avait beaucoup touché. Puis en Ça, fait, c'est à la ce cause jour, de là, Drummondville, je pense. Hein, c'est ça. exactement, là, Ok. d'un petit garçon là, qui avait, il y avait eu des délais. Puis en fait, Maître Ménard avait perdu cette cause-là. Mhm. Puis c'est une cause qui l'avait particulièrement touché parce que je pense qu'il avait, en fait, il avait reconnu son fils dans le petit garçon OK, qui avait à peu près le même âge à ce moment-là. Donc OK. pour lui, c'était un peu plus, c'est un homme qui est capable de se distancer de ses causes, mais je pense que celle-là l'avait particulièrement touché. C'est sûr que pour monsieur et madame tout le monde, lorsqu'on regarde cette cause-là, ça pouvait être difficile à comprendre parce qu'il reprochait au premier médecin de ne pas avoir réanimé l'enfant et à la deuxième équipe de l'avoir réanimé. En gros. Donc, on regardait ça de l'extérieur, mais quand on regardait effectivement, mais je me mettais, puis je vous dis ça parce que je pense que le médecin concerné, j'ai travaillé à Drummondville, c'est un médecin que j'ai connu un peu, entre guillemets, puis là, je me mettais quand même dans la peau du médecin qui était dans sa cuisine, puis les gens rentrent avec un enfant qu'ils ont trouvé dans la rivière, c'est un peu... c'est terrible pour tout le monde. Vous parliez du directeur général de Saint-Charles-Borromée, qui s'est enlevé la vie, là, finalement. Donc, maintenant, je pense qu'il y avait eu beaucoup de pression médiatique à ce moment-là. Quasiment, ça avait comme renversé l'opinion médiatique de 180 degrés instantanément. J'imagine que vous en avez parlé avec lui, ça, Oui, tout abondamment. à fait. Oui. Puis ça, c'était un épisode qu'il avait trouvé difficile, en fait, parce que, comme vous le dites, là, il y avait eu, bon, on résume grossièrement, là, mais il y avait eu des articles de journaux, des enquêtes, notamment d'André Noël à la presse, là, qui avaient révélé des abus sur des résidents du CHSLD Saint-Charles-Borromée. Puis Mhm. donc, justement, il y avait énormément de pression là, sur l'établissement, de rendre des comptes. Il y avait même le ministre Philippe Couillard à l'époque là, qui avait rajouté une petite coche de pression. Puis là, ensuite, le directeur général de Saint-Charles-Borromée s'était enlevé la vie. Il y a eu un rapport de coroner par la suite là, qui a détaillé un peu le fond de cette histoire-là. Mais bref, au moment de ces événements-là, ben, la vapeur a vraiment, là, tout s'est renversé. Puis donc, on reprochait un peu là, à Maître Ménard, André Noël et d'autres personnes d'avoir mené là, au suicide de ce directeur général-là. Donc, ça avait vraiment changé un peu la donne. Avez-vous la notion que ça ait changé un peu son approche par la suite ou parce que je reviens à son expression, sa devise « shoot to kill or don't shoot », là, donc moi je connaissais, là, parce que même plusieurs de ses anciens collègues l'utilisent, puis j'ai toujours vu ça, même je pense en avoir déjà discuté avec lui, il y a un enjeu évidemment d'efficacité, donc de ne pas intenter des poursuites sans avoir la certitude de gagner, mais j'ai toujours perçu... Ben là, je vous entends faire le lien. Là, je veux juste être sûre que c'est pas... Cette expression, il l'utilise pas dans le but que ça mène à un décès de directeur général. Non, au contraire, c'est dans le but de gagner son recours, c'est ça. Tout à fait, parce qu'en fait, je pense que le cabinet Ménard-Martin associé aujourd'hui est beaucoup plus gros que ce qu'il a déjà été, mais pendant longtemps, c'était vraiment un petit cabinet avec une petite équipe. Donc, ce qu'on m'expliquait, c'est que pour mener justement des grands procès ou des grands recours collectifs, ça demande quand même beaucoup de ressources pour un petit cabinet avec une petite équipe. Donc, quand Maître Ménard sortait publiquement, défendait une cause, il était persuadé de la remporter, en fait, dans sa tête du moins, là. Donc, c'est un peu comme ça là, que je décris l'expression « shoot to kill » or « don't shoot ». On va au bout de la chose parce que ça va fonctionner, sinon on n'y va pas. Exactement, donc je veux pas aucune confiance à cet effet. Mais là où je voulais en venir, parce que j'ai déjà été expert, moi, pour son cabinet, puis l'approche qu'il avait pour les grandes causes, il l'avait également pour les petites causes, entre guillemets, là, qui n'en étaient pas moins dramatiques. C'est vraiment dans un souci d'efficacité, donc d'utilisation des ressources d'une part, et d'autre part, peut-être aussi, pour en avoir déjà discuté avec lui, une façon de ménager un peu aussi là, les autres parties, dans le sens parce qu'on en parle peu ou rarement, mais l'impact d'une poursuite pour un professionnel de la santé, c'est quand même majeur. Là, donc, ça épargne dans bien des cas, pour l'avoir vécu dans d'autres cabinets qui poursuivent, je vous dirais, à tout azimut. Ça épargne ces inconvénients-là ou cette détresse-là. Là, je ne veux pas prendre la défense des médecins, c'est pas mon... mais il y a quand même un certain phénomène de détresse associé au fait d'être poursuivi. Et cette approche-là épargne ou a épargné, je pense, à beaucoup de médecins des poursuites inutiles. Donc, long préambule, ma question était de savoir, suite à Saint-Charles-Borromée, avez-vous discuté avec lui de
son approche finalement des causes et d'éviter des poursuites ou son approche des médias? Est-ce que ça a changé finalement son comportement public ou à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Je pense que Maître Ménard, c'est quelqu'un qui a beaucoup de conviction. Puis dans ce dossier-là, il y avait la conviction de faire la bonne chose. Puis je pense, en fait, ça, je l'ai entendu notamment de certaines personnes qui lui ont reproché là, d'être trop médiatisé. C'est vrai qu'il y en a très peu, là, des journalistes, des avocats qui font des conférences de presse pour parler de leur cause. Là, c'est très rare. Sauf que Maître Ménard s'est toujours défendu en disant que le nombre de causes qu'il médiatisait, c'était vraiment une infime partie. Je vous disais qu'il a fait à peu près 6000 dossiers là, dans sa carrière avec son équipe notamment. Donc, on comprend que c'est vraiment pas la majorité qui ont été médiatisés, mais à chaque fois, on en faisait beaucoup état. C'est peut-être de notre faute, nous, les médias, mais il y avait souvent des sujets d'intérêt public derrière tout ça, là. Je pense notamment à la cause d'une jeune femme qui s'était fracturé une jambe dans le nord de Montréal. Puis Maître Ménard avait défendu cette cause-là qui a mené à la création du registre des incidents et accidents. Donc, c'est sûr que d'emblée, on voit un peu comme l'intérêt public derrière tout ça et l'intérêt peut-être de médiatiser tout ça. Mais pour répondre à la question, je ne pense pas. Je pense qu'il avait trouvé ça difficile à l'époque Saint-Charles-Borromée, mais je pense pas que ça lui a amené une remise en question de ses façons de sa façon de travailler. Ça. Vous parliez du registre des incidents-accidents, puis du fait qu'on n'apprend pas de nos erreurs dans le réseau de la santé. Si je compare avec le réseau de l'aviation, par exemple, là, il y a un avion le Boeing de Alaskan Airlines là, qui a perdu une porte il y a quelques semaines ou quelques mois. On cloue tous les avions au sol. Dans le réseau de la santé, on n'a pas du tout cette approche-là. Je veux dire. Donc, même s'il y a un incident ou un accident majeur qui se produit à Montréal, dans le CHUM, cette information-là ne sera jamais transmise au CHU de Québec. Donc, je pense qu'on a un long bout de chemin à faire pour atteindre... et d'ailleurs, ce n'est pas pour faire peur à nos auditeurs, mais j'avais déjà entendu une conférence. Maître Ménard en parle, le livre « To Err is Human ». Vous en parlez dans le livre? Oui. Et j'avais déjà entendu une conférence à l'époque, ça fait une bonne vingtaine d'années, au Congrès canadien de chirurgie, où on parlait des accidents dans les hôpitaux, des incidents, puis des taux de mortalité associés aux accidents. Puis la conférencière faisait mention qu'une valise était plus en sécurité dans un aéroport qu'un patient dans un hôpital. Donc, mais c'est pas pour rassurer personne, mais ça traduit quand même qu'on a un bon bout de chemin au niveau de la culture pour essayer d'améliorer là, notre façon de fonctionner. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dites-moi, les entretiens que vous avez eus avec Maître Ménard, avez-vous parlé de l'opinion qu'il avait du corps médical? Parce que je l'ai déjà entendu dire qu'il faisait presque 95% de ses affaires avec 5% des médecins. Globalement... Oui, en fait, Maître Ménard a souvent dit que c'est vraiment pas l'ensemble du corps médical qui est problématique, puis qu'effectivement, comme vous l'expliquez, là, lui, il s'attarde aux faibles pourcentages dans lesquels il y a des cas d'erreur, puis des fois, c'est vraiment juste des erreurs, là, c'est pas nécessairement causé par de la mauvaise foi. Puis comme vous l'avez dit, je pense que vous l'avez été vous-même, Maître Ménard lui-même fait affaire avec des médecins experts, là, donc je pense pas qu'il peut mettre l'ensemble de la profession dans le même panier, et il a été lui-même patient. Donc, ça amène aussi toutes sortes de perspectives. Avez-vous de la difficulté à
tirer les vers du nez des anciens collègues ou des anciens employés du bureau? Vous citez notamment Maître Dagenet, ou que je connais aussi. Oui. Non, j'ai parlé à vraiment plusieurs personnes. La plupart, ça n'a pas été trop compliqué. Il y en avait quelques-uns qui ont eu plus de réticences, certains qui avaient des critiques sur la façon que le cabinet était géré. Mhm. Mais tu sais, je pense que règle générale, dans l'ensemble, les gens s'entendaient pour dire que Mike Ménard a fait vraiment des grandes choses pour la profession. Mhm. Puis bon, j'ai senti dans certains cas peut-être une réserve de critiquer publiquement tu sais, la gestion du cabinet ou peu importe là, les reproches qu'il y avait aujourd'hui. Là, tu sais, Mhm. ils ne trouvaient pas que c'était vraiment Mhm. d'actualité de le faire. Là. Fait que c'est peut-être les réticences que j'ai eues. Mais non, j'ai parlé vraiment à plusieurs personnes, effectivement. Vous l'abordez, vous, par contre, dans le livre, un peu la transition ou le passage du pouvoir, puis peut-être certaines réflexions qu'il peut avoir aujourd'hui par rapport à ce qu'il aurait pu faire, dû faire, ou... Ben en fait, là, c'est le cabinet va se retrouver entre les mains de son garçon qui a une équipe aussi autour de lui. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Non, ben, dans le sens que, parce que je connais beaucoup des avocats qui sont passés par ce bureau-là, donc peut-être certains à qui vous avez tenté de parler ou non, mais donc qui ont quitté pour toutes sortes de raisons, mais je me disais, il y aurait eu peut-être opportunité d'un modèle de vendre des actions, vendre des parts, tout ça. Ça n'a jamais été son modèle d'affaires, là, donc c'est un choix que je respecte. L'autre enjeu qu'il y avait aussi, mais je pense que ça faisait partie du personnage, ce que j'en sais, c'est que la majorité des clients qui appelaient au bureau voulaient parler à Maître Ménard, donc... Puis, pour avoir lu, vous avez peut-être lu ce qu'on appelle les interrogatoires au préalable, là, donc lorsqu'il interroge quelqu'un qui est poursuivi, mais avant la tenue du procès. Ce sont des œuvres d'art, là, de la façon dont on réussit à mettre en coin, puis il connaissait la médecine. Donc, par rapport peut-être à un avocat qui fait un peu de médico-légal à travers autre chose, il savait littéralement de quoi il parlait. Là. Donc, par exemple, je suis moralement convaincu qu'il pouvait lire un tracé... obstétricale. Là, donc, lorsqu'on suit le cœur fœtal du bébé là, durant le travail, là, donc des causes qu'il a faites justement sur des causes obstétricales. Donc, ça donnait une valeur au travail qu'il faisait. Puis, donc, ça faisait partie du modèle d'affaires, finalement, de dire que c'était lui qui était comme la tête dirigeante, l'image du bureau. Donc, je me demandais simplement le niveau de discussion que vous aviez eu avec lui par rapport à ça. Donc, mais je comprends qu'il a dû rester un peu discret aussi. Ouais. Ben, en fait, oui, mais c'est sûr que c'est un cabinet familial, Tout à Ménard fait. Martin associé. Il cite souvent, justement, les membres de son équipe. Vous parlez de Maître Dagenet qui parle dans le livre, qui a bien aimé son passage là. Il y en a d'autres qui ont moins aimé leur passage là, mais c'est pas mal ça. Non, mais c'est ça. Mais bref, l'autre chose, pour les gens qui le connaissent, aviez-vous de la difficulté à le comprendre au début, à cause de son début verbal? Oui. Parce que c'est assez exceptionnel. Il parle rapidement, pas très fort. Puis ça, en fait, ça l'a suivi dès le début de sa carrière. Là. Il y a vraiment un rythme particulier. Mais là, on était en 1 à 1 dans une salle très silencieuse. Mais j'imagine que dans une salle d'audience avec plus de bruit, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais non, j'ai pas... Mais en même temps, on s'habituait. Là, les 5 premières minutes sont difficiles. Là, donc, mais je dois dire, moi, personnellement, j'imagine que c'est la même chose pour vous. Là, c'est une personne marquante. Puis moi, quand je l'ai connu lors des cours de maîtrise, ça a vraiment comme changé complètement l'intérêt qu'il avait à défendre les intérêts du patient, puis à protéger les gens là, ou à défendre les intérêts des personnes finalement qui sont laissées pour compte dans la société. Là. Donc, ça a été vraiment ce qui a dirigé sa carrière. Il y a définitivement beaucoup de... En fait, ce qui est impressionnant, c'est que tout est dans sa tête. Donc, c'est quelqu'un qui est très efficace parce que quand vient le temps de transmettre sa pensée, tout est très, très clair et structuré dans sa tête. Donc, puis les dates, tu sais, il y a des dates qui remontaient là, aux années début 90. Il se souvient de tout ça. Donc ça, pour quelqu'un qui fait une entrevue, c'est vraiment intéressant. Mais dites-moi, est-ce que la maladie avait un peu atteint sa capacité de se rappeler des détails comme ça? Ou... Pas du tout. OK.
Donc, c'est plus simplement un homme plus fatigué que vous avez connu, mais avec la même vivacité intellectuelle. Tout à fait. Alors, écoutez, c'est un livre que je recommande à tous. Ça se lit très bien, puis ça fait vraiment le tour là, de... On ne peut pas lire ce livre-là sans se rappeler « Ah oui, c'est vrai ». Vous parliez donc du décès là, inopportun là, du PDG de Saint-Charles-Borromée, mais beaucoup de gens vont s'en rappeler. La légionellose à Québec, beaucoup de gens vont s'en rappeler. L'aide médicale à mourir, c'est tout à fait d'actualité. Puis de réaliser que toutes ces grandes causes-là ont été concentrées dans les mains d'un seul homme, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Puis on se demande un peu qui va prendre la relève, parce que ça n'arrête pas, là, je veux dire. Puis sans rien enlever à Mac Ménard, par contre, puis je pense que lui-même serait d'accord pour dire ça, là, il y a quand même... il a touché à tous ces sujets-là, mais il y a eu aussi d'autres personnes là, impliquées, non, tout à fait. Notamment l'aide médicale à mourir. Il a été un acteur important, mais il y en a quand même aussi plusieurs autres. Mais je trouvais qu'il était justement au cœur, où en fait, il avait touché à tellement de sujets qui avaient affecté la société que ça devenait un fil conducteur intéressant pour aborder plusieurs sujets qui ont touché le domaine de la santé depuis plusieurs années. Là, exactement. Alors, ça fait le tour de la présentation du livre que je recommande à tous. Ariane, il y a une petite baguette magique dans mon entrevue. Je ne sais pas si vous avez une réserve journalistique, là, mais peut-être en tant que personne, si vous pouviez changer une chose dans le système de santé, vous qui baignez dedans là, au niveau professionnel depuis tant d'années. Oui, je vais sortir ma baguette de réserve journalistique couvrant le domaine de la santé. Là, c'est vraiment... puis c'est vrai, des fois, peut-être que pour le public général, c'est difficile à comprendre, mais nous, on a vraiment un devoir de réserve par rapport aux positions qu'on peut prendre. Si j'étais chroniqueuse, je pourrais donner mon opinion, je serais même payée pour le faire. Mais là, c'est pas ça que je ne suis pas payée pour ça. Je suis payée pour faire des enquêtes, puis livrer des histoires. Puis pour ça, je me dois de passer. Excellent. Je respecte donc. Mais avez-vous le droit de me dire quelle serait votre rencontre de rêve, donc, si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde? Oui, il y en aurait plusieurs. Vous disiez vivante ou morte. Là. Morte, il y en a qui seraient fascinants, mais j'ai spécifiquement choisi des femmes, possiblement Jeanne Mance, qui était une première infirmière au Québec, qui ça devait brasser aussi à ce moment-là. Puis sinon, quelqu'un, en fait, avec qui j'aimerais beaucoup avoir un long entretien, mais que cette personne se garde un devoir de réserve que je respecte totalement, c'est la coroner Jeanne Kamel, qui pilote, en fait, qui a piloté là, depuis 2-3 ans plusieurs grandes causes comme coroner. Puis j'aurais beaucoup aimé échanger avec elle, parler de son parcours, parler justement des différents dossiers qu'elle a pilotés, que ce soit la cause de Joyce Echaquan, les décès en CHSLD pendant la pandémie. Mais pour l'instant, ce n'est pas un rêve qui s'est réalisé. C'est drôle, j'aurais pensé qu'elle pourrait donner des entrevues à partir du moment où son rapport est déposé ou... Oui, elle pourrait, mais c'est pas quelque chose qu'elle veut faire. Et on respecte ça. Avez-vous une cause qui vous tient à cœur ou une fondation que vous supportez? Là encore, je dois user de ma baguette de réserve. C'est bien. Écoutez, c'est parfait. Mais en fait, je peux vous retourner peut-être un peu la question pour pas être plate. Là. OK. Mais j'ai des sujets journalistiquement qui m'intéressent énormément. Je vous ai parlé de la question des personnes âgées. Là, évidemment, j'ai ce livre-là, mais je produis sur une base assez régulière des reportages sur la question du traitement des personnes âgées au Québec avec cette vague. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça quand j'utilise ce mot, mais le tsunami gris qui se pointe à l'horizon, là, ça va vraiment bousculer nos façons de faire. Puis je pense qu'il est plus que temps là, qu'on réfléchisse à des façons là, d'assumer le vieillissement de la population au Québec, mais partout là, dans le monde, sauf que nous, on est au Québec. Puis l'autre sujet que j'aime particulièrement, c'est tous les sujets liés au Grand Nord québécois. OK. On en parle peu souvent dans les médias. C'est vraiment un milieu qui est éloigné de nous, là, ne serait-ce que par la distance, mais c'est quelque chose que j'essaie de me faire un petit point d'honneur là, d'en traiter le plus souvent possible. Alors, ça nous donne un petit peu finalement vos causes d'intérêt, donc le Grand Nord et les personnes âgées. Mais vous parliez du tsunami gris, c'est intéressant parce que j'ai eu en entrevue une oncogériatre de Québec qui l'utilisait là, sans retenue. Là, puis, donc, moi, je n'ai pas de devoir de réserve, là, mais je pourrais vous dire, il faut se préparer, mais je veux dire, on est zéro prêt. Là.
0-0. Puis j'évoquais avec certains collègues un petit peu durant la pandémie le phénomène de triage là, qui a été utilisé là, ou qui avait été envisagé là, pour l'accès aux lits de soins intensifs. Puis il ne m'apparaîtrait pas impossible qu'on en vienne à utiliser ce type de processus-là parce qu'il n'y a aucune préparation. Là. Mais je pense que ça va au-delà du domaine de la santé. Je pense que c'est sociétal, là, notre approche des personnes âgées. Là. Donc, oui, puis la place qu'on leur accorde dans la société, là, c'est drôle parce que là, je vous parle du sujet Grand Nord, personnes âgées, mais par exemple, dans le Grand Nord, la place des aînés dans la société est vraiment très importante. Là, ce sont les piliers là, de la société. Donc, ça aussi, c'est une réflexion qu'on a à faire, le traitement qu'on réserve, parce que c'est vraiment un passage obligatoire. Nous allons, dans un monde idéal, tous y arriver à être une personne âgée. Oui, c'est vrai, mais non, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, le sort qu'on réserve aux personnes âgées, c'est le sort qu'on se prépare pour nous-mêmes. Là. On a approximativement le même âge, là, quelques années près, puis il n'y a rien qui va changer. Là. On a construit des hôpitaux, supposément, là, pour mettre les personnes âgées, mais dans bien des cas. Puis là, sûrement au fait de tout l'enjeu là, des gicleurs dans les RPA, là, puis l'obligation gouvernementale d'installer des gicleurs, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les RPA ferment. Là. Parce que les gens les plus petites ont été ça coûte trop cher mettre à niveau. Là, donc, il n'y a rien qui va s'améliorer. Donc, mais je ne sais pas ce qui se prépare, mais je pense que ça ne sera pas très joli. Mais ce sera l'occasion d'une autre entrevue. Donc, écoutez... Mais il y a des solutions pour ne pas être complètement dans le pessimisme. J'aime beaucoup, dans les dernières années, j'en ai fait deux ou trois. Je suis allée visiter d'autres pays qui ont peut-être des approches un peu différentes sur le vieillissement. J'étais allée notamment au Danemark où est-ce qu'il y a des complexes d'habitation où on fait de la mixité. Donc, on a des étages réservés plus à des clients plus âgés, mais on met aussi des familles, des personnes avec des faibles revenus. Puis on met sur le fait que la cohabitation de tous ces gens-là avec des profils différents va faire qu'il va y avoir une espèce de tissu social qui va faire que l'isolement va être moins grand, donc on va moins consommer de services, qu'on va rester en santé un peu plus longtemps. Donc, il y a des façons de faire. On peut s'inspirer des autres parfois. On a quelques exemples au Québec. Il y a des résidences pour personnes âgées maintenant qui accueillent des étudiants, je sais. Donc, peut-être sont-ils logés gratuitement, je ne sais trop, mais ou à faible coût, donc, mais il y a des exemples ici dans la région de Québec, probablement ailleurs, là, des jeunes à l'université qui habitent dans des résidences pour personnes âgées. Puis il paraît que ça a une plus-value extraordinaire pour les deux. Autant pour les personnes âgées, que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais je ne suis pas certain qu'on se prépare si bien que ça. Il y a des nouvelles résidences pour personnes âgées aussi quand même qui se construisent au Québec, là, puis on a un grand bout de chemin à faire. Mais restons optimistes, je pense. C'est le mot d'ordre. Donc, écoutez, Ariane Lacourcière, je vous remercie. Vous avez donc publié le livre Jean-Pierre Ménard, le missionnaire du droit aux éditions La Presse en 2023. Également 50-60, l'hécatombe de la COVID-19 dans nos CHSLD en 2022. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour me présenter ces deux livres-là, puis au plaisir peut-être de vous reparler d'un autre bouquin bientôt. Merci. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.